Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai essayé de régler mon appareil photo différemment, voilà, pour éviter le grain comme on dit sur la vidéo. On verra ce que ça donne, ça va être un essai. Et à tous les coups je reviendrai sur une configuration beaucoup plus simple après. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les petites lectures que j'ai faites, qui étaient plutôt bonnes dans l'ensemble, avec une lecture, j'étais hyper touchée en fait que le livre soit sorti. Voilà, je vous en parlerai, ça fait un petit peu le tour des réseaux sociaux, mais pour ma part j'étais très contente de le retrouver sous ce format là. Un livre sur le true crime et un livre de fantasy. Avant de commencer cette update lecture, je tenais simplement à vous dire officiellement à travers la caméra que les trois Nantes seront au festival Yggdrasil à Lyon, donc à l'Europark de Lyon, du 12 au 13 février, donc dans 2 semaines. Ça a été fait un petit peu à la dernière minute et je suis hyper contente. Alors pour ma part, je tiens à le dire, ça va être, je pense, la seule date qu'il y aura dans le sud, moi ce que je considère dans le sud de la France, potentiellement parce qu'il y a plein de salons qui sont déjà réservés parce que ça fait 2 ans qu'ils reportent. Et donc on va commencer tout de suite, mais n'hésitez pas à venir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et pour le coup, je serai la seule à dédicacer, mais tous les ouvrages seront disponibles bien sûr. Alors, commençons par le crime. Aujourd'hui, commençons par le true crime, parce que voilà, c'est un plaisir que j'ai. Certains mercredis, on fait même les mercredis du crime sur Twitch, et donc je vous présente les grandes affaires criminelles de France de Sylvain Larue, donc c'est chez De Boré, il me semble, le nom de la maison d'édition. Vérifions ça ensemble. Exactement. Donc c'est des petits... Je vous avais déjà présenté un livre de cette collection il y a quelques temps où ce sont des livres qui parlent d'affaires criminelles et notamment d'affaires criminelles françaises. Donc il y a une thématique et on a plein de petites affaires. Ici donc ce sont les grandes affaires criminelles de France. Donc on va autant parler des crimes que tout le monde connaît, comme par exemple l'affaire Dominici, comme la bande à Bono, que des choses un petit peu moins importantes. Ce que j'aime beaucoup, alors déjà c'est l'effet crime que j'aime beaucoup parce que c'est une passion que j'ai. Voilà, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'aime beaucoup écouter des podcasts ou regarder des vidéos sur ce sujet-là. Et là, je trouve ça d'autant plus intéressant que ça se passe en France et que ces livres, en fait, sont assez bien faits parce qu'on a toute une étude sociologique et une étude judiciaire des cas. Alors, ce sont des cas souvent qui se situent au 19e, 20e siècle. Et être en train de jouer avec un plastique, c'est très agréable. Donc, je vais parler fort et distinctement, comme à chaque fois. Et donc, on a ces criminels qui sont nombreux et variés avec des affaires, comme je vous dis, très connu, et on revient dessus et on n'a jamais forcément la clé, c'est ça qui est intéressant. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci, c'est qu'on a énormément de points de vue sociologiques. Alors ça va autant parler du côté moral qu'il y avait dans la justice, c'est-à-dire que avant on jugeait beaucoup si c'était moral ou pas, on jugeait beaucoup à la tête des gens aussi, les femmes étaient moins guillotinées, voilà, on regardait un peu le physique des gens, et on a des affaires, moi j'étais tout bonnement choquée. Alors choquée par les crimes bien sûr, mais surtout choquée par les juges. Exemple simple, il y a un homme qui a assassiné un président de la République et il n'a pas été condamné tout simplement parce que les jurés étaient composés de bourgeois et que cet homme politique était plutôt populaire. Donc voilà, c'est hyper intéressant ce qu'ils remettent dans l'histoire, du genre cet homme politique avait une grande importance notamment dans le conflit en préparation pendant la Première Guerre mondiale. Donc s'il avait été encore en vie, est-ce qu'on aurait eu la Première Guerre mondiale? Bref, c'est toutes ces questions-là qui sont posées et on va autant avoir voilà, des choses qui blessent la morale. Moi j'ai été totalement choquée par le système judiciaire. Le système judiciaire est pas toujours très bien vu en France, mais on se rend compte qu'on a fait énormément d'évolutions positives quand on voit, voilà, ce qui se passait. Alors, bon, il y a beaucoup de peines de mort, ça parle beaucoup de ça, du bagne, c'était très différent avant, mais c'est quand même hallucinant de voir qu'il y a des gens qui sont sauvés alors qu'il y a des témoins, il y a des gens qui disent on l'a vu, mais non, parce que le jury, voilà, ça leur plaît pas. Alors ça c'est une question parmi d'autres, et on va avoir autant des affaires de tueurs en série que des affaires de vengeance, autant des affaires liées à l'argent, liées à la politique, ou liées parce que la personne n'est pas bien dans sa tête. Donc vraiment, je l'ai trouvé très sympa, sachant que c'est toujours fait d'une façon assez claire, raconté de la façon d'une histoire. Donc ça on a le point de vue de la victime, le point de vue du criminel, on revient sur les faits, le procès et un peu ce qui peut en être. Il y a toutes les dates clés, mais on peut à chaque fois tirer en fait des conclusions sociologiques que je trouve hyper intéressantes, et c'est assez horrible de voir que ça se passe par chez nous. Il y a des villages qui sont assez connus à cause de ça. Par exemple la bande à Bono, il y avait tout un contexte politique derrière.
voilà, c'est assez riche, il y a un côté historique, c'est voir l'histoire à travers un prisme assez différent. Je trouve que c'est quand même assez bien fait, c'est court, voilà, il y a toujours une dizaine de pages sur un cas. Si t'as un cas qui t'intéresse, bah comme ça tu peux faire des recherches dessus et t'intéresser beaucoup plus. Mais voilà, ils te font aussi des recommandations, par exemple l'affaire Dominici, ils vont te recommander les films qui ont été faits sur ce sujet, qui sont plutôt bien faits. Je trouve que ça apporte autre chose qu'un simple constat de true crime, on a vraiment une étude un peu sociologique, politique et tout ça derrière qui est à découvrir si vous aimez ça. Ils sont vraiment pas chers, ils sont à 9 €. Il y a de la lecture, voilà, parce que c'est des livres qui se lisent pas forcément, tu lis pas ça à la suite forcément, mais pour ma part je trouve que le style est aussi agréable à lire. Quittons la sphère du crime pour rentrer dans la fantasy. De la fantasy, alors je n'avais jamais lu ce type de fantasy là. Ça a été une sorte de déception sans l'être. Il va falloir aussi que je prenne du recul sur cette lecture parce que je devais m'y attendre. Ce que je lui reproche, ça peut être applicable à la cible que je ne suis pas. Donc voilà, on va prendre du recul là-dessus. Je vous présente Le Chant des Sans-Repos de Roseanne A. Brown. Alors c'est un livre de fantasy africaine, voilà, d'inspiration africaine. J'avais très hâte de lire ce genre de fantasy parce que j'aime beaucoup la fantasy orientale, c'est quelque chose que je ne connais pas et j'avais vraiment envie de savoir des choses sur ces mythologies-là qui sont différentes. Et donc on va suivre deux points de vue dans l'histoire. On suit le point de vue d'une jeune fille qui est la princesse de son royaume, dont la grande sœur est morte et dont la mère la rejette un petit peu. C'est une jeune fille qui est assez oisive, voilà, qui est assez insupportable dans le récit, hein. Moi j'ai eu du mal à m'attacher à elle, voilà, qui a ce constat-là et qui par la force des choses va devoir aider sa mère à régner plus vite que prévu. Voilà, et on suit en parallèle un jeune garçon qui est un jeune immigré qui est avec ses deux sœurs. Ils ont fui en fait leur région parce que ça n'allait pas du tout pour rejoindre cette cité qui est vue un peu comme le Havre du paradis, sauf que les gens qui sont de leur contrée sont interdits. Donc il y a vraiment un côté, voilà, ça parle du racisme aussi d'une certaine manière. Et ça parle aussi de ce qui se passe actuellement aussi, hein, c'est assez applicable. Et lui va pouvoir pénétrer la cité d'une façon un peu horrible. Il va lier un pacte avec une créature sans le vouloir et sa sœur va être le gain qu'il va possiblement perdre. Pour retrouver sa sœur, sa jeune sœur vivante, il va devoir assassiner la princesse en question. Doutez bien qu'il va y avoir une relation amoureuse, il y a des jeux, voilà, il y a un espèce de truc un peu de concours pour élire ce garçon dans les sphères de la haute société. Ce qui est assez perturbant dans ce livre, c'est que l'histoire globale, je l'ai trouvée hyper prévisible. Du début jusqu'à la fin, je savais comment ça allait avancer. Donc voilà, c'était vraiment très classique comme terme de young adulte, hein. On retrouve les ficelles habituelles, la romance impossible, la jeune fille qui va devoir aller au trône avant qu'elle ne soit prête, qui se pose plein de questions. Elle est assez insupportable, mais elle est quand même très forte. C'est quand même le portrait de la jeune fille un peu parfaite, très belle, très intelligente, voilà. Bon. Voilà, on a le jeune garçon aventureux. Là, pour le coup, il y a la question qui est très intéressante du fait que ce jeune homme-là fait des crises d'angoisse. Donc voilà, on a une petite thématique qui change. L'histoire globale était pas ouf, hein. C'est une histoire hyper classique et j'étais en mode... J'ai même mis beaucoup de temps à rentrer dans le récit, vraiment, parce que la première partie est assez longue. On a des vêtements qui sont un petit peu inspirés, voilà, quelques petites pointes, mais je pensais vraiment qu'on allait avoir quelque chose de beaucoup plus approfondi sur le sujet. Donc j'ai été un petit peu en manque, même si pour moi c'est la puissance du récit, c'est cet apport qui est un petit peu original, mais on va pas... Le problème c'est que le personnage féminin est insupportable, le garçon j'ai pas vraiment eu d'attachement parce que j'ai pas trop aimé les personnages en soi, j'ai plus aimé les personnages secondaires pour tout vous dire. C'est très cliché, la romance, bref, tout ça. Et le world building, alors autant au début, c'est pour ça que ça prend son temps, au niveau de la construction de l'univers, j'étais quand même assez satisfaite pour du young adulte parce qu'on a la cité, on a plein de choses qui sont expliquées, mais ce que j'attendais en mythologie et comme ça a été en fait vendu comme étant de la fantaisie africaine, je m'attendais à beaucoup plus de choses. Là en fait c'est vraiment de la fantaisie très habituelle avec quelques touches africaines, orientales parfois, j'avais plus l'impression. C'est hyper cool que ce genre de récit soit publié, par contre je trouve que c'est quand même assez lisse et on va pas tellement dans les choses, voilà, je pensais avoir quelque chose d'un peu plus engagé, d'avoir quelque chose d'un peu plus représentatif de l'Afrique, hein, pour tout vous dire, et c'est un petit peu dommage. Après, je trouve que l'initiative est bonne, je lirai peut-être la suite, véritablement, parce que la fin est sur un cliffhanger, bon, on s'y attendait, mais je me demande si le world building va être
peu plus développé après, sachant qu'il est plus 15. Alors notamment il y a des références à l'alcool et ce genre de choses. J'ai pas trouvé ça non plus d'une violence inouïe. Je trouve que c'est un départ timide, voilà, dans la fantasy africaine. Je m'attendais à quelque chose de mieux, donc je pense que je vais tenter de la fantasy africaine adulte. Voilà, je pense que j'aurai plus que ce que je cherche, mais c'était sympathique à lire. Voilà, ce livre, c'est pas que je l'ai pas aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, hein, parce que ça se lit super facilement, t'es dans un petit univers young adulte, de temps en temps ça fait du bien entre deux scènes de violence extrême, mais un petit peu déçu sur les ambitions du livre. Un world building pour le coup qui tient vraiment la route, et ça c'est vraiment à noter, mais en fait dans mon triangle personnage, intrigue, world building, il y a que le world building que je trouve qui est voilà, plutôt bien fait, même si ça manque de mythologie africaine, voilà, ça manque un peu sur ce point-là. Les deux autres, les persos et l'intrigue, pour moi n'étaient pas à la hauteur en fait de mes attentes. Ensuite, alors c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente ce livre. Déjà j'ai une vidéo qui est sortie il y a 2-3 ans sur le sujet parce que c'est un webcomic que je lisais depuis fort moult temps pour le coup. Je vous présente Lore Olympus. Alors Lore Olympus de Rachel Smith, c'est un webtoon qui est disponible donc sur la plateforme Webtoon. Ça fait des années, mais quand je vous dis des années, j'ai commencé à lire ce webtoon quand elle a posté le chapitre 3. On est au chapitre 200 et des bananes. C'est en fait j'ai commencé quand elle a commencé à sortir son truc. C'est je les lis en anglais à la base. La saison 2 vient de se terminer. C'est un webtoon que j'aime beaucoup, qui est une réécriture tout simplement du mythe de Perséphone et Hadès, donc un mythe que j'aime beaucoup. Pour le coup, là on est un peu dans le truc un peu moins cringe, mais c'est un webtoon que j'aime beaucoup. Alors je vais essayer de me contenter de parler que de cette partie-ci. Je vais déjà vous énoncer le fait que ça a été vraiment beaucoup d'émotions quand j'ai lu ce livre-là, parce que c'est un webtoon que je soutiens depuis des années et je trouve ça hyper chouette qu'on ait ça, parce que c'est vraiment un très bon univers. Par contre, je dois vous dire, si vous l'avez acheté, que vous avez moyennement apprécié cette première partie, c'est tout à fait normal. En fait, Rachel, elle a pas changé du tout ce qu'elle a écrit depuis 5-6 ans, quoi. C'est toujours la même chose, et le début est très niais, et c'est normal parce que Perséphone est vraiment l'incarnation de la jeune fille qui sort de son trou, et on a vraiment une évolution, notamment, je pense qu'il y aura à partir du volume 2 et surtout à partir du volume 3, je pense que le récit va être beaucoup plus agréable à lire, même en termes de dessin. Les dessins sont très beaux, mais sont beaucoup moins beaux que ce qui est fait actuellement. Voilà, parce que avant elle avait sûrement un travail, maintenant c'est son job de faire Lore Olympus. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que si vous n'avez pas accroché, c'est, je pense, assez normal, parce que le début était loin, je veux dire, le début est assez classique en termes d'intrigue. Lore Olympus, c'est l'histoire de la jeune Cor, donc Perséphone dans le récit, qui vit avec sa mère Déméter sur la Terre. Elle n'a jamais quitté la Terre, donc en fait une des thématiques c'est le fait que Déméter et Perséphone ont une relation extrêmement toxique parce que sa mère la protège de tout, mais à outrance, elle l'enferme, voilà. Elle va envoyer en fait sa fille Perséphone habiter avec Artémis, donc Artémis qui fait partie d'un groupe de femmes qui ne veut pas se marier, donc voilà, c'est le but aussi, c'est que Perséphone reste une déesse qui ne connaîtra pas le mariage, qui n'est pas fertile, et elle va vivre avec elle, et notamment aller à l'université pour s'instruire, et aller en fait dans le monde des dieux, connaître un peu cet autre monde qu'elle n'a jamais connu. Et on commence l'histoire avec Hadès qui est dans sa berline et qui est avec une nymphe qui est Mint, voilà, là je crois qu'ils l'ont appelée autrement, mais en anglais c'est Mint. Mint est une nymphe alors ça parle de relations toxiques ce roman, donc voilà, c'est une nymphe qui va lui poser un lapin, voilà, qui le traite hyper mal, et lui va se pointer à la fête tout seul, alors que bon, Poséidon a sa femme, Zeus a sa femme, et il le vit un petit peu mal, ce qui peut être compréhensible, et lors de cette fête-là, il va voir Perséphone, il va la trouver extrêmement belle, il va le dire en disant qu'elle fait de la concurrence à Aphrodite. Aphrodite va le prendre super mal et va envoyer son fils Eros kidnapper la jeune fille et l'envoyer chez Hadès, voilà. Et toute une histoire va se développer là-dessus. J'ai envie de vous parler toute la série, mais vraiment là c'est un début d'histoire vraiment d'une jeune fille qui connaît rien de la vie, qui a une relation abusive avec sa mère et qui va peu à peu découvrir la vie et se confronter à des choses qui sont horribles. Alors il faut savoir que Lore Olympus, malgré ses jolis dessins, comporte des thématiques qui sont extrêmement difficiles.
comme les agressions, les relations toxiques, le manque de confiance en soi, les relations abusives, notamment ce que j'aime dans leur Olympus, c'est qu'on renverse aussi le prisme, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui revivent en fait de la violence faite par des femmes. Voilà, c'est ce genre de choses. On a une réinterprétation des mythes, par exemple, ici on a le mythe de Eros et Psyché dans celui-ci qui est expliqué, qui est extrêmement triste. Donc ça te permet de retravailler tes mythes parce que ce qui est intéressant, c'est que Rachel, elle dénature pas en fait les mythes, elle va vraiment parler de mythes, comment ils se sont passés, simplement elle va remettre ça dans une canne moderne, mais l'histoire reste un petit peu la même pour le coup. Et les personnages sont hyper attachants. Alors là on n'a pas vu mes persos bref, mais que ça soit Artémis, que ce soit même Eros, voilà, tous les dieux voilà, sont attachants, ils ont tous leurs défauts, leurs qualités, et c'est très humoristique. Alors on le sent pas encore dans celui-ci, mais c'est assez humoristique et voilà, c'est très agréable. Si tu aimes la mythologie gréco-romaine, je pense que ça va te plaire. Alors il y a un côté romance qui est assez présent au début. Faut savoir que ce côté-là, il est quand même en dents de scie dans le roman parce que au fur et à mesure des livres, on va développer énormément d'intrigues et de sous-intrigues, et donc la relation entre Hadès et Perséphone n'est pas, selon moi, la chose la plus importante du récit pour le coup. Donc je peux vous en dire que du bien, mais je vous laisse vous reporter à la vidéo Lore Olympus, voilà, que j'ai faite il y a quelques années parce que voilà, j'en avais déjà assez parlé. Donc les dessins sont très très beaux. Je dois vous dire que ici, ce sont les dessins qui sont un peu les moins beaux de Rachel Mead, mais c'est quand même très très beau. Alors la particularité, comme vous le voyez, c'est qu'il y a une utilisation des couleurs très importante. Vous verrez, les fonds vont être beaucoup plus travaillés au fur et à mesure de la lecture. Voilà, le début, les fonds, elles sont assez pauvres, mais ça se travaille. Donc, je vous en parle en extrêmement bien. Je dois aussi donner mon avis sur des petites choses qui m'ont un petit peu moins plu. Et ça, c'est mon avis global de fan. Voilà, parce que je suis fan de leur Olympus, et ce depuis, comme je disais, des années. L'édition est très belle. Voilà, c'est une très très belle édition. Le format est très sympa. Il y a deux choses, en fait, qui m'ont un petit peu chagrinée. C'est le papier, déjà. Alors c'est un truc con, mais je trouve que le papier ne rend pas si bien hommage que ça aux couleurs. En fait, je pensais qu'un papier un peu plus glacé rendrait plus hommage. Après, moi j'ai un peu ma théorie sur le sujet du papier, que je trouve un petit peu... Ouais, il est joli, hein, c'est magnifique, mais je pense qu'un papier aurait un peu plus glacé aurait été un peu meilleur. Je pense que c'est dû au fait que, vu l'augmentation des coûts du papier due à la crise actuelle, ils ont fait comme ils pouvaient, parce que bon, il faut rentrer dans les budgets. Mais par exemple, vous voyez, Hera, en fait les couleurs, par rapport à ce que je lis moi sur mon téléphone, les couleurs sont un peu plus ternes que, par exemple, Hera elle est vraiment or, tu vois, sur un écran numérique. Là elle est un peu plus terne, et je pense qu'un papier glacé aurait mieux fait. Donc ça c'est simplement une question de goût, mais ça en reste très très beau, on va pas se le cacher. Deuxième point, alors ça c'est totalement subjectif, comme je vous le disais, je les ai toujours lus en anglais, voilà, depuis des années. Et là, je les lis en français, et je ne sais pas si c'est moi en anglais qui a une traduction beaucoup plus adulte, mais je trouve que la traduction est très enfantine, voilà, sur le coup, la traduction française. Je trouve que c'est plus enfantin. Je trouve que les personnages font plus bébêtes que moi je les lis en version anglaise. Voilà. Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que j'ai lu cette première partie, et que effectivement dans cette première partie ils le sont, mais je trouve que les personnages sont beaucoup plus... ils s'expriment mieux en anglais qu'en français. Alors je ne sais pas si c'est la traduction qui est faite comme ça, ou si c'est moi, comme je vous dis, qui lis un anglais un peu plus évolué. Voilà, dans ma tête, est-ce que je le traduis de façon plus littéraire, ce qui pourrait être tout à fait possible, parce que j'ai tendance à faire ça naturellement, parce que j'aime bien lire des choses qui sont bien écrites, quoi, pour le coup. Donc je ne sais pas, donc c'est ces deux petits points-là, mais l'histoire est super cool, je vous le conseille énormément. C'est au prix de 24,95 €, donc c'est tout à fait dans les prix pour un bel ouvrage comme ça, en hardback et avec des belles illustrations. Mais n'hésitez pas, si vous êtes fan de la mythologie gréco-romaine, je tiens simplement à dire que si vous êtes parent, malgré le fait que c'est très joli, je ne conseille pas la lecture pour les jeunes, voilà. Parce que, comme je vous dis, il y a des scènes qui sont explicites, et on parle de sujets qui sont quand même très horribles dans le texte. Alors c'est toujours fait de manière
beau et de manière, on va dire, on va pas montrer non plus extrêmement beaucoup de choses, mais ça, les trigger warnings dedans sont importants parce que je pense que ça peut ça peut choquer peut-être certaines personnes. Donc voilà, je vous le conseille, je vais pas en parler plus, mais je suis tellement heureuse, vous vous rendez pas compte, mais je suis tellement heureuse que Rachel elle a réussi ça me met en joie en fait que des artistes d'internet arrivent à faire des choses qui sont aussi bien, et surtout que leur Olympus se bonifie tellement avec le temps. La fin de la saison 2, les gars, c'était ouf, et le personnage de Perséphone, je l'adore dans son évolution. Je trouve que les personnages évoluent tant, et c'est quand tu relis ça, tu te dis putain, c'est hallucinant comment Rachel elle a réussi à tirer un fil narratif qui est si intéressant et qui fait que les personnages sont si attachants. Donc voilà, je vous le conseille absolument. Je vais arrêter avec leur Olympus, arrêter avec ma folie. Mais sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans, si vous voulez m'en conseiller comme d'habitude. Et sur ce, on se retrouve avec Yggdrasil pour ceux qui pourraient être là du côté Lyon. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.